Donc, dans cette deuxième partie, on est maintenant prêt à aller un petit peu plus loin. Donc, dans le test d'hypothèse. La première partie, on avait vu un petit peu plus intuitivement. On avait aussi compris à la fin qu'on allait avoir besoin de sortir un peu plus la tirée lourde de nos outils de probabilité. C'est-à-dire, entre autres, de déterminer une distribution de probabilité qu'on allait devoir choisir ce qu'on va appeler un seuil de signification, à partir de laquelle on va devoir rejeter le H0 si on tombe dans les cas moins probables. Le moins probable étant ce fameux alpha-là, donc le seuil de signification. Et tout ça, ça va nous amener à pouvoir déterminer une règle de décision. Okay? Donc, la règle de décision qui va pouvoir, dans le fond, nous dire à partir de quand on décide, on a une règle qui va nous dire quand rejeter H0 et quand ne pas rejeter H0 finalement. Donc ici, j'ai écrit les principaux éléments qu'on va se servir pour justement aller plus loin. Donc j'ai réécrit les deux hypothèses. Donc quand j'ai une moyenne de 10,5 obtenue en 60 lancés, donc c'est mon D standard. Et quand j'obtiens pas 10, donc dans mon hypothèse alternative, j'ai probablement un DPP. Donc X qui représente toujours mon nombre de 5 que j'obtiens en 60 lancés. On peut démontrer, ça déborde un petit peu le cadre du cours, mais que mon X suit une loi binomiale qui elle-même peut être approximée avec une loi normale. Donc ça déborde un peu du cadre du cours, mais l'important c'est vraiment juste de comprendre que mon X est approximativement une loi normale. Et donc en supposant que mon H0 soit vrai, mon H0 vrai, ben, ça va me donner que mon X suit une loi normale qui est centrée à 10, étant donné que j'ai supposé mon H0 vrai, et qui va me donner un écart type de 2,9. Donc ça aussi, il y a des formules mathématiques pour le déterminer. Donc j'ai un écart type de 2,9. Donc maintenant, je suis déjà un petit peu plus avancé parce que je connais une distribution, ma loi de probabilité pour mon X. Maintenant qu'on a une loi de probabilité, on va aller un petit peu plus loin. On va se demander, ben, c'est quoi mon pourcentage, ma petite probabilité à partir de laquelle je vais devoir exclure, je vais choisir d'exclure mon H0. Donc, c'est toujours une petite probabilité et c'est toujours les cas les moins probables, donc les plus éloignés de mon 10. Donc, c'est pour ça que ici, le seuil qu'on va prendre, c'est 5%, c'est le plus fréquent. C'est jamais vous qui allez le déterminer, ce sera toujours demandé dans la question. Habituellement, ça peut varier de 1% à 10%. Okay? Et le plus commun, c'est mon 5%. Mon 5% ici, j'avais un test qui était bilatéral, donc un égal pas. C'est-à-dire que mon 5%, je vais devoir le diviser en deux. Okay? Donc j'ai un côté, si je le divise en deux, donc si mon alpha vaut 5%, donc mon alpha sur 2 va valoir 2,5%, et ça correspond à l'aire sous la courbe de mes deux pointes ici. Donc de mes deux pointes juste ici. Finalement, étant donné qu'on connaît bien les lois normales, on serait capable de déterminer les valeurs en x à partir de laquelle, justement, on a notre frontière et où débute la zone d'air qui vaut 2,5%. Donc, ce qu'on comprend, c'est que finalement, on va devoir rejeter H0 si le résultat de notre expérience se situe dans une de ces deux zones-là qui, ensemble, donnent 5%. Donc, c'est les 5% les moins probables, les plus éloignés du centre. On voit que au milieu, okay, ici, on a quand même 95% des possibilités d'être là si mon H0 est vrai, finalement. Ça fait en sorte qu'on peut vraiment formuler une règle de décision très précise. Donc, ma règle de décision, c'est mon encadré juste ici, okay, mon encadré en jaune. Donc, dans le fond, je prends la décision de rejeter mon H0 si mon X expérience, lui ici, est en dehors de mon intervalle. Donc, dans toute la zone qui est ici, finalement, je ne rejette pas H0, alors que dès que je vais dépasser dans mes deux autres zones, mes deux extrémités, eh bien là, je vais devoir rejeter mon H0. Et ça va dépendre finalement, tantôt j'ai dit qu'on stipulait que H0 était vrai jusqu'à preuve du contraire, et la preuve du contraire, c'était mon expérience. Eh bien, si je prends par exemple
une expérience dans laquelle on a lancé 60 à 60 reprises un dé et qu'on a obtenu 16 fois la phase 5, eh bien mon 16, si je regarde où est-ce qu'il est situé, il est situé approximativement ici, okay, mais il est dans la zone de rejet de H0. Donc, étant donné que mon 16 n'appartient pas, le petit symbole qui est ici, okay, c'est pour n'appartient pas à l'intervalle. Donc, si mon 16 n'appartient pas à cet intervalle-là, eh bien, à ce moment-là, je rejette H0. Et ça veut dire que si j'ai rejeté mon H0, c'est que j'ai favorisé H1 qui disait que mon dé était probablement pipé à ce moment-là. On sait bien, ça, on a vraiment formulé une règle de décision très précise grâce à nos probabilités. Par contre, je vais aller encore un petit peu plus loin, juste parce que dans les notes de cours, l'approche qu'on a décidé d'utiliser, parce qu'on aurait très bien pu utiliser cette approche-ci, mais l'approche qu'on utilise, c'est qu'on va quand même revenir à une loi normale centrée réduite. C'est le même concept, mais on va rajouter un axe des Z à ce moment-là. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai encore mon dessin du haut, où est-ce qu'on voit ma loi normale. Et j'ai mon axe des X. Je vais rajouter un axe des Z, juste ici. Donc, vis-à-vis. Et dans le fond, j'ai aussi rajouté là, les zones de rejet, zones de non-rejet, okay, qui sont indiquées. Je vais l'effacer maintenant pour les besoins de la cause. Parfait. Maintenant, ma règle de décision, si je décide d'utiliser une loi normale centrée réduite, okay, donc une loi centrée réduite, c'est souvent la lettre Z qu'on utilise, mon Z qui suit une loi normale, qui est centrée à 0 et qui a un écart type de 1. Et dans le fond, on peut passer de l'une à l'autre grâce à la cote Z. Ce qui fait en sorte que maintenant, on va revoir apparaître les Z alpha sur 2. Okay, donc, c'est pour ça un peu qu'on continue à utiliser ça. Les Z alpha sur 2, on les avait déjà utilisés dans l'estimation par intervalle de confiance. Donc, mon Z alpha sur 2, mon alpha sur 2 qui représente cette zone-là, on avait déjà parlé de la notation. Donc, j'ai mon Z de 2,5%. Et c'était lui qu'on disait déjà assez souvent, 1,96. Quand je suis de l'autre côté, donc ici, j'ai oublié de mettre le négatif, donc moins 1,96. Donc, ça va être notre nouvel intervalle. Notre nouvel intervalle en Z. Et vous voyez que j'ai mis vis-à-vis elle qui était non centrée réduite, qui était en moyenne à 10, ben vis-à-vis, j'ai mis mon 0. Et elle, si je fais ma cote Z, mon 4,3 et mon 15,5, ben, ça me donnerait environ, après arrondissement, 1,96. Et si je reprends l'exemple qu'on avait utilisé tantôt, okay, donc si dans mon expérience, j'obtiens 16 fois la phase 5 en 60 lancés, donc on avait déjà parlé qu'on le rejetait, parce qu'effectivement, je suis dans la zone de rejet de H0. Si notre règle de décision, qui est juste ici, si cette règle de décision-là, on l'a formulée justement avec les Z, à ce moment-là, mon XEXP, qui pourrait être mon expérience, je dois faire sa cote Z. Ma cote Z, mais tout ce que j'ai à faire, c'est que je vais prendre, dans le fond, mon 16 moins la moyenne, donc la moyenne ici de ma loi normale, et divisé par l'écart type qui est le 2,9. Donc, c'est le calcul de la cote Z classique. Et ça me donne 2,07. Mon 2,07, okay, ben, lui aussi, c'est normal, il se situe à la même place, donc dans la zone de rejet de H0. Donc, ici, c'est ma cote Z de mon résultat de mon expérience. Et c'est elle que je vais utiliser pour ma règle de décision. Ici, ben, mon 2,7 n'appartient pas à mon intervalle. Et à ce moment-là, ben, même conclusion que tantôt, on a rejeté le H0. Donc, ça va être un petit peu plus vers ça qu'on s'enligne pour les notes de cours, où est-ce qu'on va plutôt utiliser dans notre règle de décision les Z alpha sur 2, les Z alpha aussi quand on va dans le unilatéral. Et c'est pas pour rien, c'est parce que ça a une plus grande similitude avec quand on faisait des intervalles de confiance au niveau des Z alpha sur 2, on avait déjà un petit peu l'habitude d'utiliser ça. Donc, on voit que un peu l'idée générale, on a deux hypothèses. Hypothèse nulle, hypothèse alternative, donc le H0, le H1.
L'idée de base, c'est qu'on suppose que le H0 est vrai jusqu'à preuve du contraire. Et qu'est-ce qui va constituer une preuve? Ben, ça va être le résultat de notre échantillon, de notre expérience. Et si jamais on tombe dans une zone qui est très peu probable, le très peu probable, ça va être notre alpha. Ok? Donc, on va à ce moment-là choisir de rejeter le H0 et à ce moment-là, on a favorisé le H1. Si on est dans la zone, ben à ce moment-là, si on ne dépasse pas nos valeurs qu'on va appeler critiques, ben à ce moment-là, on va être dans la zone de non-rejet. Donc, ça va nous amener à formuler une règle de décision. Et à partir de cette décision-là, ben, avec le résultat d'expérience, on va pouvoir conclure si oui ou non on rejette ou non. Donc, ça explique un peu là, le principe derrière tout test d'hypothèse, en fait. Et à partir de maintenant, vous pouvez continuer avec les autres vidéos et revenir dans les notes de cours qu'on avait.